BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, il est midi 18, on est de retour dans 60 minutes business. Et donc Pascal Pelletier, le directeur général de Métro France, qui est avec nous. Bonjour Pascal Pelletier, bonjour. Bonjour Guillaume Paul. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Métro France, premier fournisseur de la restauration hors domicile, c'est quel pourcentage de part de marché sur la... Alors sur la restauration... La RHD, ce qu'on appelle la RHD. Sur la restauration commerciale indépendante, on a à peu près 25% de part de marché. Ouais. Sur la restauration commerciale au sens large, en incluant toutes les chaînes, on est à 12-13%. C'est ça, aujourd'hui. Et une centaine... Comment on appelle ça, les entrepôts, des halles ou... Alors on appelle ça les halles métro. C'est les halles métro, voilà, parce que ce sont vraiment des lieux qui sont organisés avec différentes halles à la marée, les fruits et légumes, la boucherie. Voilà, donc on en a 99. 99. Puisque malgré la crise, on a ouvert une nouvelle halle métro au centre de Lyon, dans le quartier de Gerland. Donc une halle super moderne qui fait la part belle aussi au développement durable, puisque sur le dernier étage, on a toute une culture sur plus de 1000 mètres carrés, notamment de fruits rouges et de différentes herbes. Et puis on a développé la livraison du dernier kilomètre. Donc voilà, on est très très contents. Bon, vous êtes un peu, alors on va en parler bien sûr, un peu un baromètre de la santé de la restauration collective, et on va en parler dans un instant. Juste parce que ça aussi, vous y êtes confronté, évidemment, la pénurie de certaines matières premières alimentaires qui vous frappe, vous. Alors, je crois que vous parlez de l'huile notamment, du blé dans une moindre mesure. Qu'est-ce qui se passe exactement chez vous? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pénurie et l'inflation qui est son corollaire, c'est pas totalement nouveau. C'est-à-dire que ça fait quand même 1 ou 2 ans bien sûr. Que sur des produits comme effectivement le blé ou tout ce qui est huile, donc le tournesol, le colza ou l'arachide, il y a eu des mauvaises récoltes. L'explosion de la demande a mis sous ces produits, et puis on avait aussi l'aluminium, le plastique, donc voilà. Et puis avec la guerre en Ukraine, effectivement, il y a eu un phénomène d'amplification. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie plus l'Ukraine, c'est 76% de la production du tournesol. 76%. Qui est une matière première alimentaire, enfin de base. Alors c'est de base, notamment dans la restauration. L'enjeu, c'est que ils vont pas pouvoir faire les semis cette année. Donc ça veut dire que en Ukraine, on va pas semer les récoltes pour dans 6 mois ou 1 an. Donc c'est-à-dire que ce phénomène de relative pénurie d'inflation va durer. Pour autant, l'idée, c'est de trouver une diversification des sources d'approvisionnement et pourquoi pas des substituts. Non, mais attends, est-ce que ça vous impose apparemment de faire passer des hausses de prix auprès de vos clients? Enfin, on imagine. Alors absolument. Elles sont de quel ordre ces hausses de prix aujourd'hui? Alors, sur les produits tels que l'huile de tournesol, par exemple, c'est de l'ordre de 40%. 40%. Donc ça, c'est le tarif qu'on a reçu, que l'on a pris, parce que ça, c'est non discutable. Vous savez, notamment dans le cas de la loi Egalim 2, nous, on prend l'ensemble de l'inflation des matières premières. Et après, à nous de le répercuter dans une moindre mesure, mais on ne peut pas faire de miracle pour que nos clients subissent le moins possible. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos clients, là-dessus? Les clients sont... fatalistes je vais dire compréhensif, c'est-à-dire qu'ils voient bien, vous en parlez vous-même à votre antenne, qu'effectivement, il y a une très grande tension sur les matières premières. Donc ils sont assez fatalistes, ils ont tendance à vouloir se stocker, et nous, en fait, on est obligé aujourd'hui, sur ces produits spécifiques, très pointus, de gérer un certain nombre de quotas. Donc chez Métro, aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter, même si vous êtes un professionnel, plus de 50 litres par établissement et par jour. On est obligé d'en arriver là pour tenir, on espère, sur l'huile de tournesol jusqu'à mi-avril-mai. Et on est en train de travailler avec nos équipes et des restaurateurs sur c'est quoi les qualités de l'huile de tournesol, pourquoi on l'utilise, est-ce qu'elle peut être en partie substituée par l'arachide, mais sur lequel il y a aussi des tensions, l'huile d'olive. Il y a ce qu'on appelle l'huile de grignon, qui est d'utiliser les noyaux d'huile d'olive pour faire de l'huile, voire l'huile de palme, mais raisonnée, développement durable. Voilà. Donc on est en train de un petit peu sur un phénomène de rationnement d'ores et déjà aujourd'hui, mine de rien. Enfin, on en est là. C'est étonnant. On est à la fois dans l'abondance et pourtant on est face à ces phénomènes un peu pénuriques. Alors vous insistez depuis des années vous mettez l'accent sur le mieux manger en restauration, c'est-à-dire vous approvisionnez beaucoup plus auprès d'agriculteurs français, d'exploitants français. C'est ça l'idée. Là, vous accélérez là-dessus. Et je crois que vous dites, par exemple, 63% de la viande vendue chez nous, aujourd'hui, elle vient de France. Absolument. On est à 100% sur certaines autres matières premières alimentaires. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que
le marché de la consommation hors domicile. Ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène que vous allez devoir accentuer. C'était déjà une priorité pour vous. On ne sera jamais sur du 100% parce que les clients ont besoin aussi de cuisiner avec des produits qui viennent d'origines diverses et variées. Mais maintenant, on est un pays riche de son agriculture, de son élevage, et nous, on est convaincus qu'il faut pousser cette origine France. Sur la restauration, au sens global, 80% des viandes sont importées. Chez Métro, on a un peu l'inverse. 63% de la viande est d'origine France. On est jusqu'à 73% sur le porc, par exemple. On est à plus de 80% sur la volaille. Donc ça, c'est important. Et c'est pour ça aussi qu'on a initié la charte Origine France, où finalement, on a mis ensemble des gens qui ne se parlaient pas forcément, qui sont les producteurs, les associations, les fédérations de la restauration et puis les producteurs. Mais vous me dites, alors voilà, vous me dites on fera jamais du 100%. Alors vous êtes déjà à 100% sur certains produits. Voilà, sur le steak haché, vous êtes à 100%, sur les œufs, sur le lait, sur les pommes de terre, 100% de ce que vous vendez, c'est du Made in France. Exactement. Voilà. Vous dites on ne pourra pas faire du 100% sur tout. Vous allez pousser ces curseurs, mais jusqu'à quand on peut pousser ces curseurs? Je veux dire par là, à quelle partie est-ce que l'industrie agroalimentaire française, est-ce que les agriculteurs sont suffisamment outillés aujourd'hui pour produire plus? Oui. Je le pense, effectivement, parce qu'on est exportateur. Oui. On est exportateur. Donc en fait, l'enjeu pour nos producteurs, c'est de trouver un marché français avec des débouchés qui le rémunèrent bien. C'est aussi ça l'enjeu. Mais on a quand même une agriculture et aussi un élevage qui sont très puissants. Donc voilà, moi je ne saurais pas vous dire jusqu'où on peut aller, mais quand on voit que chez Métro, on est en capacité d'avoir 63% de volume de viande qui est d'origine France, je pense qu'on peut le faire sur la plupart des grands secteurs. Vous dites que c'est des questions auxquelles on aurait dû s'atteler plus tôt en France, finalement. Voilà, comme dommageable qu'on a attendu, et la crise du Covid, et ce qui se passe aujourd'hui en Russie, en Ukraine, pour prendre conscience qu'effectivement, il fallait être beaucoup plus... Oui, c'est dommage, mais d'expérience, dans pas mal de domaines, il faut qu'on soit parfois poussé à certains extrêmes, une crise, pour qu'à un moment donné, il y ait des prises de conscience. Comment est-ce qu'ils vont vos clients, fondamentalement? Café, hôtel, restaurant, aujourd'hui? Ils sont dans quelle situation? Alors, chez la restauration collective, comment est-ce qu'ils se portent aujourd'hui, Pascal? Alors, sur la restauration collective, qui est moins mon domaine, parce qu'on ne les livre pas, c'est certainement un des secteurs qui a le plus souffert, notamment du fait du télétravail, mais aujourd'hui qui souffre encore, puisque le télétravail, les statistiques, c'est encore aux alentours de 3 jours et demi, ça dépend Paris-Province, effectivement, de télétravail. Donc c'est un secteur qui souffre, qui est aussi en train de se réinventer, puisque, voilà, pour connaître un certain nombre de patrons de ces industries-là, ils sont aussi en train de se dire, mais dans quelle mesure nous, on peut aussi préparer des plats que l'on ferait livrés à domicile chez les salariés. Mais d'une façon générale, pour être dans la restauration aujourd'hui, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Bien sûr. Parce que j'étais venu vous voir en août, je crois. On était au milieu d'un formidable redémarrage. Et puis, mi-décembre, coup d'arrêt à nouveau, variant d'Omicron qui se développe, et donc annulation de tous les événements, fermeture des discothèques, plus de consommation debout. Donc voilà, donc, comment vont les clients? Je dirais que nos clients sont relativement fatigués, parce qu'il y a eu tous ces arrêts, ces redémarrages, dans une certaine incertitude. Aujourd'hui, on en parlera avec toutes les fins des restrictions sanitaires. Ça repart et on espère que ça va repartir. Là, vous dites, justement, est-ce que vous dites ça repart aujourd'hui, clairement? Vous le voyez? Oui, depuis mi-mars, où il y a eu la fin de toutes les restrictions, on sent vraiment que les Français retournent massivement en restauration, comme ça avait été le cas l'été dernier avec la levée des restrictions. Et donc voilà, ça repart. En même temps, vous le commentez sur vos chaînes, il y a la guerre, il y a des incertitudes, et donc on va voir comment vont réagir les Français. Mais les Français aiment la restauration, aiment sortir, parler, et c'est vrai que si on a un climat un peu anxiogène, se retrouver ensemble, c'est important. Et puis vous le dites, il nous reste 2 minutes, mais vous le dites qu'il y a des habitudes qui ont été prises du fait de la crise du Covid, effectivement, qui sont désormais bien ancrées. Voilà. Absolument. Qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui est irréversible aujourd'hui en fait, dans le secteur ce qui est très clair, c'est que dans les 2-3 premiers confinements, les gens ont plus cuisiné chez eux, ce qui n'est plus le cas sur les 2-3 dernières vagues. En fait, ce qui prend le pas, c'est ce que j'appelle le non-cuisiné à la maison, et donc toutes les formes de cuisine que je vais consommer à table, que je me fais livrer, que je vais chercher chez un restaurateur. On a
de nouveaux concepts. On a ce qu'on appelle les fameuses dark kitchen, qui sont des cuisines qui n'ont pas de salle, mais qui font de plus en plus des plats de qualité. On a des food courts, c'est-à-dire des lieux dans lesquels il y a plusieurs comptoirs avec de la variété. On a des restaurateurs qui ont fait des petits corners épicerie. Voilà, donc toute cette restauration, elle est résiliente, elle se régénère. Et qu'est-ce que ça offre comme opportunité à Métro, ça, pour un réseau comme le vôtre, pour les prochaines années, finalement? En quelques secondes, là, on est sur... Voilà, écoutez... Comment est-ce que vous allez surfer là-dessus, vous, chez Métro? Eh bien, écoutez, on va simplement bien écouter, bien observer quelles sont ces nouvelles tendances et y répondre. Il y a 2 phénomènes majeurs. C'est être de plus en plus dans ce qu'on appelle le portionné, c'est-à-dire tout en étant sur des produits de qualité, frais et bruts, eh bien, qui soient déjà peut-être parfois un peu plus prédécoupés, plus faciles à employer. On est sur le digital parce que pour pouvoir faire de la vente emportée, de la livraison, il faut équiper nos clients de terminaux digitaux, et ça, nous le faisons. Nous leur fournissons des outils digitaux, et puis aussi, on développe toute notre gamme de produits de packaging à emporter qui soient des solutions durables et le moins polluants possible. Plus agile aussi, peut-être pour s'habituer aux évolutions de la consommation. On passe de plus en plus d'un style à un autre aujourd'hui. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'innover, de renouveler nos assortiments. Il faut qu'on soit très, très curieux parce que ça avance très très vite. Ça avance très vite. En espérant que les choses se normalisent du point de vue sanitaire comme du point de vue évidemment de géopolitique. Merci beaucoup Pascal Pelletier. Merci Guillaume. Merci de passer nous voir, le directeur général de Métro France.